c'est déjà bougé pas mal. Là. Et d'ailleurs, Antoine, on va y revenir après le point de presse qui s'amorce. Vous reconnaissez le ministre de la Santé et le directeur national de Santé publique. Beau masque que j'ai reçu du Carnaval de Québec. Alors, je voulais vous le montrer. Je l'avais l'autre jour, mais j'avais oublié de le mentionner. Alors, vous voyez les beaux monuments de glace que nous avons à Québec ces temps-ci. Donc, je voulais féliciter les gens du Carnaval pour l'excellente initiative d'être capable de conserver cette activité-là dans les circonstances qu'on connaît. Puis, je voulais les en féliciter parce qu'on a besoin de ces petites joies-là, de ces petites occasions de voir encore des belles choses à Québec. Alors, aujourd'hui, juste couvrir 3 points où on en est rendu dans nos hospitalisations. Premièrement, faire le point sur les variants, qui est le sujet, pour moi, le plus important en ce moment, et sur la situation de la vaccination. Alors, tout d'abord, commencer par les bonnes nouvelles. Les hospitalisations, comme vous le savez maintenant, qu'on vous donne l'information pour être capable de suivre ça là, sur une base quotidienne, on a quand même franchi la barre sous la barre maintenant des 900 hospitalisations. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle parce que comme le dit le premier ministre, le lien direct en ce moment, c'est d'être capable de baisser le nombre de chirurgies qu'on était obligé de canceller. Donc, notre pourcentage, maintenant, on est rendu à 73 d'être capable maintenant d'opérer à 73 donc 27 de délestage. Puis je dois vous dire que c'est quand même une amélioration de 6 ou 7 par rapport à la semaine dernière, ce qui est quand même important. Mais la bonne nouvelle aussi avec la baisse que l'on voit des hospitalisations, je peux vous dire que ce pourcentage-là va continuer de s'améliorer de semaine en semaine. Et avec les nouvelles qui ont été annoncées par l'INES un petit peu avant le point de presse, là, j'ai pas eu le temps de les voir en détail, mais j'avais vu quelque chose un peu plus tôt. C'est très, très encourageant que si, comme disait M. Derome, si la tendance se maintient, qu'on pourrait avoir encore des bonnes nouvelles dans nos hospitalisations, donc de minimiser le délestage dans les prochaines semaines. Alors, je trouve que c'est encourageant, puis je rappelle quand même que on vous casse les oreilles là, avec les hospitalisations depuis plusieurs semaines. Les mesures qu'on a mises en place au début de janvier, c'était pour ça. Alors, ça fonctionne, puis ça, c'est très encourageant. Alors, prenons les bonnes nouvelles quand on les a. Maintenant, l'incertitude est liée aux variants. Et quand vous lisez clairement le rapport de l'INES ce matin, c'est de dire oui, la tendance est très bonne, mais il y a une variable importante qu'il faut tenir en compte, c'est l'impact des variants qui pourrait rapidement changer cette tendance-là. Alors, c'est pas pour faire peur, je le dis, c'est pour être le plus transparent possible. Oui, ce sont des bonnes nouvelles, mais il faut rester prudent. Maintenant, sur les variants, puis le docteur Arruda pourra compléter. C'est pourquoi il faut absolument, je ne veux pas rentrer dans le détail technique, là, mais je veux le répéter parce que souvent, il y a des incompréhensions entre le séquençage et le criblage. D'accord? En ce moment, notre séquençage, il va très bien. Le séquençage, ça a commencé il y a 1 an, au tout début. Et à ce moment-là, lorsqu'on séquence, c'est de regarder, une fois qu'on a eu un test positif, de quoi est fait quel est le fameux virus que l'on a. Puis le séquençage, c'est quelque chose qui prend du temps à faire. C'est au moins 7 jours pour toutes sortes de raisons techniques. Et c'est difficile de faire le séquençage d'un variant plus rapidement que ça pour pas se d'erreur. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à l'INSPQ, il y a plusieurs semaines, d'augmenter le pourcentage de séquençage. On était à peu près à 3 il y a à peu près 1 mois. On a mis avec le fédéral un montant très important, le plus de 11 millions, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, pour être capable de monter le séquençage à plus de 10 de nos tests. Donc, chaque test positif devrait être séquencé pour être capable de voir si on a effectivement un variant ou si on a affaire au virus habituel. Ça, c'est la première chose. Et même avec les fonds qu'on a eus, on pense qu'on peut monter au-dessus de 10 dans les prochaines semaines. Fait que ça, c'est encourageant du côté séquençage. L'enjeu avec le séquençage, c'est que c'est long. Et c'est pourquoi, puis je l'ai expliqué ce matin en chambre au Salon Bleu,
C'est pourquoi que le criblage vient compléter le séquençage. Le criblage, c'est lorsqu'on a un test positif, puis prenons l'exemple très simple là, de ce qui est arrivé dans les derniers jours au Collège Stanislas. Au Collège Stanislas, il y a eu du séquençage qui s'est fait depuis que l'éclosion a avancé. Par contre, pour aller plus rapidement, on prend les tests positifs du collège, puis là, on s'en va les cribler, on dit, on veut s'assurer, ou on aimerait mieux pas savoir que ce n'est pas un nouveau variant, mais ça se fait très rapidement. Alors, c'est comme si on repassait le même test qu'on fait dans nos laboratoires, mais avec des réactifs différents. Et ces réactifs différents-là nous permettent de voir si on a un nouveau variant. Alors, c'est pour ça que, puis quand Mme Drouin, hier, qui a fait un très bon point de presse, a expliqué qu'elle avait une quarantaine de cas, c'est parce qu'elle a dit, moi, je ne prends pas de risque, là, puis à Montréal, je vais aller faire du criblage sur mes cas pour être certain, vu qu'il y a eu une éclosion si rapide au Collège Stanislas, je vais aller le cribler. Bon, maintenant, je suis très transparent avec vous. Je n'ai parlé beaucoup avec le docteur Arruda qui pourra répondre à ces questions-là. Moi, j'ai mis beaucoup de pression, là, une saine pression sur la santé publique, mais d'augmenter notre pourcentage de criblage le plus rapidement possible parce que nous avons beaucoup de laboratoires au Québec. Donc, d'aller mettre ces nouveaux réactifs-là, ça prend un certain temps. On m'a garanti que d'ici la semaine prochaine, tous les tests qui sont positifs à Montréal vont pouvoir être criblés. Juste pour une petite précision, le Dr Arruda a vérifié ce matin. En ce moment, l'Ontario crible à la hauteur de 70 %. Alors, on n'est pas si loin en arrière que ça, mais je veux juste vous dire, on va vous tenir informés dans les prochaines semaines quel pourcentage de criblage on est capable de faire. Dernier point sur la vaccination à Montréal, parce que là, je me rends compte que j'ai sorti de mon texte un petit peu, mais pour moi, c'est important. Toute la question des nouveaux variants, on va essayer de répondre à toutes vos questions aujourd'hui là-dessus. Vaccination à Montréal. Bon, nous avons reçu 15 000 doses cette semaine de Pfizer. La livraison de la semaine prochaine est estimée à 91 000. La bonne nouvelle derrière ça, c'est qu'on est en train d'attaquer nos RPA. Je pense qu'il faut régler nos RPA le plus rapidement possible. Mais en même temps, je vous dirais que je trouve que ça va pas assez vite. Alors, je repasse les mêmes messages habituels. Oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut maintenant recommencer à vacciner dans nos RPA, mais ça va pas assez vite. Dans la région de Montréal, il va falloir accélérer aussi, puis concentrer un peu plus de vaccins parce que c'est là que ça se passe. Fait qu'on vous donnera les statistiques au cours des prochaines semaines dans quelle répartition on fait notre vaccination. Et je pense qu'en terminant, là, j'aimerais rappeler aux gens je suis tannant avec ça, mais il y a une statistique que moi je trouve importante sur le dépistage qui vient avec la vaccination. En ce moment, en moyenne au Québec, là, quand je regarde nos données que je suis tous les matins, ça prend en moyenne 5 jours entre une personne où elle a l'éclosion, qu'elle vienne nous voir, puis qu'on est capable de l'isoler, ça prend 5 jours. La première partie, où c'est la décision de la personne, ça, c'est entre 2 jours et 2 jours et demi. Nos régions les moins rapides, puis c'est pas de la faute des régions, c'est beaucoup plus la question de la personne qui ne va pas se faire dépister assez rapidement. Ce 2 jours et demi-là, si on était capable d'enlever une journée à ça, c'est-à-dire que tout le monde allait se faire dépister le plus rapidement, bien, c'est bien des personnes qui ne seraient pas contaminées parce qu'on n'a pas fait ce dépistage-là. Alors ça, c'est une statistique qu'on suit de plus en plus de très proche, et c'est pour ça que je répète encore aujourd'hui à tout le monde, encore plus avec les nouveaux variants, la minute que vous avez un doute, le moindre doute, un petit éternuement, puis vous dites « c'est pas une grippe, là », venez vous faire tester parce qu'on voudrait réduire ce nombre de jours-là. Puis je vous le dis, là, on le suit région par région. Ce 5 jours-là, j'aimerais ça le ramener à 4 jours, à 3 jours et demi dans les prochaines semaines, particulièrement dans le cas des variants. Alors, I'll say a few words in English.
First, I'll start with the good Alors, news. Voilà pour ce premier segment du point de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui, en somme, vient de nous expliquer on observe une baisse des hospitalisations, mais la menace que posent les variants demeure bien réelle. Et on a l'impression qu'avec le nombre de variants qui sont déjà détectés par le gouvernement, que ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, parce que le gouvernement doit attendre encore plusieurs jours avant d'effectuer un criblage et un séquençage systématique des cas suspects. On va rejoindre Diane Lamarre un instant pour mieux comprendre ce que vient de nous dire le ministre de la Santé. Diane, quand le ministre parle de criblage et de séquençage, est-ce que vous avez l'impression qu'on en fait assez en ce moment même pour identifier les variants? Bien, on peut comprendre qu'on n'est pas les premiers, en tout cas, définitivement. La Colombie-Britannique, elle le fait déjà, elle fait du séquençage de 15 de ses tests depuis la fin janvier. L'Ontario le fait déjà depuis au moins une semaine. Elle, c'est autour de 10 du séquençage. Là, on nous dit 70 de criblage. C'est quand même très bon, là. Nous, on va commencer à faire ça dans une semaine à Montréal et probablement dans 2 semaines pour le reste de la province. On est 3 semaines en retard, Pierre-Olivier, et ça, on peut pas se permettre, avec le mauvais bulletin qu'on a depuis le début de cette pandémie-là, on ne peut plus se permettre de ne pas être les premiers à réagir quand il y a des instruments à notre main. Et en plus, il y a les tests rapides, parce que les tests rapides vont nous donner justement le premier indicateur avec le PCR qui va nous permettre de faire un séquençage sur un plus grand nombre. Si on fait 10 de 20 000 tests ou 10 d'un plus grand nombre de tests, bien, on va trouver plus rapidement les lieux de propagation des variants. Et lorsqu'on regarde donc dans la boîte à outils du gouvernement, on a l'impression qu'il y a certains outils qui ne sont pas utilisés à plein potentiel. Diane, on a officiellement au Québec 11 cas de variants confirmés, mais ce n'est qu'un arbre qui cache la forêt, là. Oui, bien, on l'a vu déjà avec le point de presse. Excellent hier, effectivement, de Dr Drouin pour la région de Montréal. On estime déjà qu'on serait à 44. Oui, c'est quand même plus important. Alors, on va aller à la période de questions et on se retrouve dans un instant. La région de Montréal, je voudrais savoir s'il y a une mise à jour qui a été faite depuis hier. Donc, est-ce qu'il y a des cas qui se sont ajoutés, qui ont été confirmés? Et j'aimerais revenir sur l'Abitibi-Témiscamingue où on a détecté 2 variants, mais donc qui seraient reliés à une éclosion d'une 30aine de personnes. Maintenant qu'on sait ça, est-ce qu'on doit analyser tous les échantillons de ces 30 personnes-là? Donc, est-ce qu'on a comme un 30 personnes probables qu'on pourrait ajouter au bilan? Donc, c'est comme 2 questions, la mise au point sur Montréal et l'Abitibi, s'il vous plaît. Écoutez, on pourrait toujours le faire pour l'Abitibi, si vous me permettez, pour des raisons de documentation, mais ça ne changerait rien en termes d'intervention, parce que les cas sont là, sont guéris, puis il n'y a pas eu de circulation haute. Parce que là, je voudrais surtout que les gens comprennent qu'il faut éviter de tomber dans le piège que sans criblage et sans séquençage, on intervient différemment. OK? Je pense que ce que ça fait, quand on le sait, c'est qu'on est plus prudent, on accentue, mais c'est les mêmes méthodes d'intervention. Je trouve ça vraiment très important. Puis quand je dis ça, je suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas cribler. Je suis pas en train de vous dire... Puis d'ailleurs, le séquençage permet de démontrer... On pourrait avoir une souche de Sherbrooke, une souche nouvelle qui apparaîtrait, qu'on ne trouverait pas au criblage. Parce que le criblage, lui, il va chercher des souches qu'on connaît déjà. Donc, d'où l'importance de garder le séquençage. Et c'est là qu'on va passer de un 3 qu'on avait antérieurement à un 15 puis un 20 On n'a pas besoin de séquencer toute la population. Même le criblage. Quand vous avez une éclosion dans une école, si vous avez criblé 7 personnes qui ont toutes la même souche, si c'est une transmission dans l'école, la probabilité que ce soit la même souche est pareille. Fait que ça ne change rien au niveau de l'intervention. Au début, on en fait plus que moins. Puis à un moment donné, je pense que de tout cribler, ce n'est pas absolument nécessaire. Mais ce que ça fait, le criblage, c'est qu'au lieu d'attendre 8 à 10 jours pour la souche, on sait que c'est une souche qui est peut-être UK, qui est peut-être Afrique du Sud, qui est peut-être l'autre, puis elle va détecter seulement ceux-là. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. Et c'est là-dessus que nos laboratoires décentralisés, parce que ce ne sera pas seulement au LSPQ, vont pouvoir, quand ils vont avoir un test positif, vérifier si c'est un cas qui peut être des 3 souches comme telles. Mais l'autre chose qu'il faut vous dire, les équipes de santé publique, s'ils ont une situation, par exemple, où il y a une transmission importante, il y a une école, puis on se rend compte qu'il y avait 10 cas hier, on est rendu à 54 2 jours plus tard, mais ils vont considérer que c'est
une nouvelle souche, avant même d'attendre le criblage, là, il faut qu'ils interviennent de façon identique. Moi, je trouve ça vraiment important parce qu'il n'y a rien de pire que d'attendre le criblage ou de ne pas intervenir. Mais le criblage va venir renforcer l'idée par rapport à ça. Très bien. Donc, j'aimerais que vous me faisiez le bilan sur Montréal, s'il y a des nouveaux cas. Écoutez-moi, le chiffre que j'avais hier soir, vous comprendrez que c'est très dynamique. Hein? Il y a peut-être des tests actuellement qui sont en cours de se faire, etc. On était, au total, incluant les 11 premiers, là, on était à 48 cas qui étaient ce qu'on appelle en processus pour se faire cribler comme tel ou qui avaient été détectés au niveau local, mais qui s'étaient rendus au niveau du LSPQ. On est à peu près dans le même ordre de... Confirmé. Okay. C'est ça, qu'on soit ça. très clair. Parce que c'est ça. on va publier les cas confirmés, là, puis, puis éventuellement, là, comme le ministre le dit, on va mettre très, très clairement la proportion de tests qui ont été positifs, qui ont été criblés au Québec. Très rapidement sur les objectifs là, en termes de criblage et séquençage. Donc, quand vous parlez d'atteindre 15-20 en séquençage, ça pourrait survenir quand? Et pour le criblage, vous parlez de la semaine prochaine, 100 Montréal. Le reste du Québec, ça pourrait être quand? Bien, écoutez, je mets beaucoup de pression là, sur nos différents laboratoires. Ce que j'ai demandé, c'est qu'au moins à Montréal, on fasse 100 des criblages la semaine prochaine, le Grand Montréal. Puis ça va être assez facile pour vous de le suivre parce que vous savez qu'on fait, mettons, prenons une journée typique, qu'on a 1000 cas positifs, OK? On en a en ce moment, peut-être dans le Grand Montréal, je vais dire 800 qui sont dans le Grand Montréal. Fait que je vais être capable de vous dire sur les 800 du Grand Montréal combien qu'on en a criblé d'ici vendredi prochain. Moi, c'est ça que j'ai en tête, là, d'être capable d'avoir, parce que c'est en ce moment, c'est ici que ça se passe, c'est à Montréal. Alors, je voudrais que le pourcentage de criblage soit le plus haut possible à la fin de la semaine. Puis, dans 2 semaines, être capable d'étendre ce principe-là aux autres régions. Puis, je pense que l'INSPQ a très bien compris le message dans les derniers jours. Alors, on va suivre ça très proche parce que... Mais il y a une collaboration incroyable. Le docteur Roger, je ne me trompe pas, que plusieurs ont entendu et vraiment là-dessus en ce moment. Puis voir avec le laboratoire de santé publique comment il peut prendre cette expertise-là maintenant puis l'amener dans nos laboratoires à l'échelle du Québec. On est là-dessus. Là. C'est vraiment une priorité. Comme on a fait pour le PCR, ça va être délocalisé, dans le sens où il va y avoir des laboratoires un peu partout. Puis je tiens à vous dire une chose, soyez pas inquiets si vous n'êtes pas en région de Montréal. Si vous êtes en Estrie ou vous êtes en Abitibi ou à Côte-Nord, si les gens suspectent que c'est une souche hautement transmissible, elle va être envoyée au laboratoire de santé publique pour le faire le criblage. Fait que actuellement, là, c'est juste... Il ne faut pas s'inquiéter, là, toute situation où il y a la haute transmission, il va y avoir des corridors de services aussi qui vont être faits pour s'assurer que les tests puissent être utilisés. Marc-André Gagnon, Journal de Québec. Bonjour à vous. Monsieur Dubé, au début de la conférence de presse, vous êtes arrivé, vous aviez 2 masques, un masque chirurgical puis un masque de tissu par-dessus. Vous avez probablement pris connaissance tous les deux du rapport hebdomadaire que le CDC américain a publié, dans lequel on presse les Américains justement de porter 2 masques, c'est-à-dire un masque de tissu par-dessus un masque de procédure. On dit que l'efficacité pour se protéger des nouveaux variants là, serait supérieure à 95 %. Donc, est-ce que c'est une recommandation que vous envisagez dans la mesure où on sait que la semaine prochaine, vous envisagez donc d'annoncer des mesures additionnelles pour se protéger contre les nouveaux variants? Je vais laisser la première partie au Dr Arruda parce que c'est quand même des recommandations de santé publique, mais je vous donnerai mon commentaire personnel après. Donc, on évalue actuellement la situation. Là. Il faut voir, écoutez, il faut voir sur quelle base c'est fait. Je ne dis pas que ce ne serait pas quelque chose qui serait possible. Il y a dans certaines situations, par contre, où pour nos travailleurs de la santé, dans les milieux de travail, etc., ça va demeurer le masque de procédure, là, pas nécessairement en double. Quand on parle de double, dans ce cas-là, c'est que le patient en porte un et les travailleurs de la santé en portent un. Il y a eu aussi des changements par rapport au port du N95, on le sait là-dessus. Mais pour ce qui est de la communauté, on va voir. Il y a aussi actuellement des études qui se font pour regarder des couvre-visages, à mon avis, avec certains standards qui ont un taux de protection assez important. Mais on va regarder ça avec nos experts, la recommandation du CDC. Je suis pas encore assez vieux pour me faire vacciner, alors je prends le maximum de protection que je peux avoir. Puis en plus, quand j'ai
la chance d'obtenir un beau masque comme celui-là, ben, je trouve que ça met un peu de couleur dans nos vies, là. Et juste pour préciser, donc, M. Dubé, même si ce n'est pas encore une recommandation de la santé publique, vous estimez que... On n'est jamais trop prudent. Puis je me déplace beaucoup. Je rencontre malheureusement ou heureusement beaucoup de monde dans ce qu'on fait. Un exemple aujourd'hui, surtout quand on se déplace. Quand on est assis, c'est une chose, mais quand on se déplace puis qu'on voit du monde, ben je pense, moi personnellement, je prends le maximum de protection. Puis je le répète, on n'est jamais trop prudent. Donc, en clair, juste pour qu'on s'entende sur les termes, là, vous le recommandez? C'est pas ça que je dis, parce que la recommandation, elle vient pas de moi. Vous me demandez sur une base personnelle si je trouve une bonne idée, des fois, de doubler le masque dans certaines circonstances. Moi, j'y crois, et c'est pour ça que je le fais le plus souvent possible. OK. Les santé publiques dans différentes régions, celles qui en ce moment sont en rouge, bien, il y en a certaines comme la capitale nationale où on laisse entendre que sous peu, puis vous l'avez confirmé, qu'on pourrait peut-être passer au orange. Mais là, on voit que ben, ça pourrait attendre finalement après la relâche. Si ça se confirme, donc ce serait une décision qui serait basée essentiellement ce serait une décision essentiellement politique qui ne serait pas basée sur la science. Est-ce que j'ai raison, M. Arruda? Est-ce que vous seriez à l'aise avec cette décision-là politique qui ne serait pas forcément basée sur la science? Premièrement, il est trop tôt pour dire qu'est-ce qui va se passer, mais si vous me permettez, la science ne garde pas seulement les codes de couleur qui apparaissent. Il y a des zones qui sont jaunes puis qu'on les considère oranges actuellement. Il y en a qui pourraient être effectivement dans l'orange. Il faut prendre en compte l'état du système de soins actuellement, sa capacité de récupérer puis d'opérer aussi comme élément. Il faut prendre en compte le changement, la stabilité, depuis combien de temps c'est stable avant de faire des mouvements, ça peut s'accélérer. Il faut prendre en compte les nouveaux variants qui sont en cours. Il faut prendre en compte les déplacements de population d'un territoire à l'autre. Donc, à partir de ça, puis je peux comprendre que certains directeurs, sur la base, parce que les chiffres sont connus, hein, les gens le savent, les gens ont déjà vu les niveaux de chiffres qui donnaient telle couleur, vont dire, oui, effectivement, on pourrait peut-être être dans telle couleur, mais la décision n'est pas prise. D'ailleurs, elle est prise, je vous dirais, en consensus habituellement avec la table des directeurs de la santé publique. Et si elle n'était pas prise par consensus, c'est le directeur national qui ferait à ce moment-là une recommandation au gouvernement. Mais à ce stade-ci, avec ce qu'on observe, avec les chiffres qui s'améliorent, mais une accélération dans les milieux scolaires, l'arrivée des nouvelles souches, la semaine de relâche qui s'installe, vous comprendrez qu'il faut prendre toute une série de considérants pour prendre une décision éclairée, surtout dans le contexte aussi où on sait quand même que l'espoir arrive avec le vaccin sous peu. Fait que, je ne sais pas si vous comprenez, mais il n'est pas encore là, malheureusement. Si on avait eu toutes les doses qu'on aurait voulu avoir, on serait dans une autre dynamique. Mais c'est ça. Et puis, n'oubliez pas, je vais juste terminer ici, c'est une longue réponse, je sais qu'on va me le reprocher, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des effets collatéraux sur le système de soins, le personnel fatigué, etc., mais aussi toutes les chirurgies, les cancers qu'on est en train de recommencer à reprendre. Si on se remet à revenir avec beaucoup de cas de COVID-19, bien, on va encore reculer puis avoir des effets pervers. Claudie Côté, TVA. Bonjour à vous deux. C'est clair. J'aimerais revenir sur les variants et les préoccupations. Bon, tout le monde semble très inquiet. Monsieur Dubé, vous l'avez avoué, c'est très long faire le séquençage. En Abitibi, ce sont des cas qui remontent à il y a plus d'un mois. Est-ce qu'en ce moment, on n'a pas été chanceux en Abitibi et est-ce qu'on est assis sur un baril de poudre à Montréal et qu'il y a beaucoup plus de cas qu'on pense qui circulent des variants? Bien, écoutez, c'est certain qu'avec du recul, là, puis je regarde la situation, dire qu'on est chanceux, j'aimerais mieux dire que, puis je reprends les termes du docteur Arruda, le séquençage est une chose, le criblage est une chose, mais d'isoler les gens le plus rapidement possible quand on a le moindre doute qu'on peut avoir affaire à un variant, on le fait. C'est ce qui est arrivé jusqu'à maintenant. Maintenant que tout le monde comprend bien que le séquençage est plus une question de recherche puis de bien comprendre quel virus avec lequel on travaille, mais c'est vraiment le criblage pour moi sur lequel on doit agir rapidement. Et c'est pour ça que maintenant qu'on a les réactifs nécessaires, qu'on a ça en place, c'est là-dessus qu'il va être travaillé, mais ça ne nous empêchera pas, comme ça arrive dans des éclosions,
que l'on peut penser qu'il y a un nouveau variant, d'agir très rapidement puis d'être encore plus prudent. Fait que moi, je pense qu'on est à la bonne place. Il y a eu des cas en Ontario, puis je pense que c'est dans la ville de Barrie, entre autres, hein, c'est bien ça, où les gens en Ontario ont eu cet impact-là. On n'avait pas eu ça, nous, à date, une éclosion de cette importance-là reliée à... Est-ce que vous me dites qu'on était chanceux à cause de ça? Peut-être, mais on ne jouera pas notre avenir sur une chance, là. Et c'est pour ça que j'ai demandé. Puis je pensais tout à l'heure, j'ai eu la chance de rencontrer, puis demain c'est vendredi, oui, je rencontre le docteur Roger là, du laboratoire avec docteur Arruda, juste pour voir comment c'est prioritaire d'être prêt sur le criblage là, dans les prochains jours. Alors, pour moi, c'est la meilleure réponse que je peux vous donner. On est en action, on comprend la problématique très claire, on connaît les nouveaux variants. Par le séquençage, maintenant, c'est d'agir rapidement avec le criblage. Si vous me demandez est-ce qu'il y en a plus que ce qu'on a mesuré, la réponse est probablement oui. Et peut-être qu'un jour même, comme ailleurs, c'est la souche qui va devenir la principale ici. Mais on n'a pas eu les signes de transmission de la même nature. Il y a eu en Abitibi quelque chose qui s'est passé. Les gens se sont dit c'est pas normal, mais il me semble qu'il y en a trop. Ils ont demandé le séquençage, mais ils ont fait l'intervention, puis ça restait là, ça s'est contrôlé. Ce qui est arrivé en Ontario, c'est qu'il y a eu une éclosion à Barrie dans un centre d'accueil. Et là, ils se sont dit qu'il se passe quelque chose. Et là, ils ont fait des tests, puis ils se sont rendus compte que c'était ça. Il faut juste que vous compreniez que habituellement, ce nouveau variant-là est beaucoup plus transmissible et on voit des signes épidémiologiques. Et c'est ce qu'on regarde actuellement dans certaines écoles de Montréal et dans certaines éclosions. Parfait. J'aimerais vous entendre maintenant sur la vaccination. Ce matin, on laissait entendre qu'il y avait moins de cas dans les CHSLD. Est-ce qu'on a des données, des statistiques sur les effets de la vaccination, l'efficacité chez les personnes qui ont reçu une première dose et leur effet sur les hospitalisations ou pas encore? Bien, écoutez, c'est difficile pour moi de... Puis je vais demander au Dr Arruda de m'aider, mais la chose est sûre, c'est que la situation dans les CHSLD, puis là, je vais toucher du bois, là, parce qu'il s'agit qu'on dise ça, puis qu'il arrive quelque chose de malencontreux. Mais je pense qu'il y a un ensemble de circonstances qui fait qu'on est à la situation, je dirais, beaucoup meilleure aujourd'hui dans la deuxième vague qu'on était dans la première. Il faut dire qu'on a eu une amélioration de notre prévention et contrôle des infections. Je vous en parle depuis le début, là, depuis le mois de juin, quand on a annoncé nos mesures de la deuxième vague. Je pense que bien avant le vaccin, c'est nos mesures de PCI qu'on a mis en place avec le groupe de Daniel Desharnais. Moi, je pense que ça, c'est vraiment une grosse amélioration. Maintenant, quand on regarde ces mesures-là, avec ce qu'on a fait, puis je te donne un exemple, là, comment on est des fois, peut-être c'était des décisions difficiles de restreindre les proches aidants ou s'assurer qu'on avait moins de proches aidants. Puis c'était difficile comme décision, mais on a minimisé les contacts dans les CHSLD. Je peux vous dire qu'il y a un ensemble de facteurs. Mais combiner ça à la vaccination, c'est en ce moment très difficile de vous dire qu'est-ce qu'il est parce qu'on n'a pas encore ces statistiques-là. Mais la bonne nouvelle, moi, je regarde les... On sait comment c'était difficile dans nos milieux de vie, là. On le voit, les deux courbes d'éclosion et de cas et de décès dans les CHSLD et les RPA est beaucoup meilleur. Alors donc, ça, c'est la bonne nouvelle, mais je pense que ça va nous prendre encore quelques semaines pour être capable d'identifier les effets. Mais ce qui m'encourage, la baisse autant du côté des CHSLD puis des RPA est la même. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas juste la vaccination, parce qu'on n'est pas au même endroit dans les RPA en termes de vaccination qu'on l'est à peu près à 95 % Fait que je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais c'est pour ça que je ne suis pas capable de dire que c'est juste la vaccination, parce que ma baisse dans les RPA, elle est très bonne aussi. Puis on n'est pas rendu au même niveau de vaccination. On n'a pas les taux d'efficacité. On n'a pas encore les taux d'efficacité, mais on sait que la tendance, elle est très bonne. François Carabin, Journal Métro. Bonjour, messieurs. Pour revenir sur les variants, M. Dubé, vous faisiez allusion aux données de l'INES. Si on regarde le Grand Montréal, il y a quand même des taux d'occupation des hôpitaux qui sont encore importants. Là. On parle de un peu plus de la moitié des lits réguliers et près des 2/3 des lits de soins intensifs. Dans ce contexte-là, avec l'arrivée des variants, comment qualifiez-vous le niveau de préparation du réseau hospitalier dans le Grand Montréal et considérez-vous la possibilité peut-être de ramener des ressources des régions vers le Grand Montréal pour résister là, à une potentielle
troisième vague hospitalière? Écoutez, c'est drôle parce qu'on en parlait encore avec le docteur O'Patterney pas plus tard que ce matin. Moi, je vous dirais qu'il y a 3 niveaux qui est important pour nous. Il y en a 3. Le premier niveau en ce moment, puis quand on demandait aux Québécois là, depuis des mois de penser à notre réseau, c'est pas uniquement les hospitalisations, mais c'est le délestage qu'il a fallu faire. Alors, en ce moment, comme je vous ai dit, la moyenne au Québec de chirurgie qu'on doit reporter, là, elle a baissé. On est rendu, la moyenne québécoise, elle est à 27 %, donc on délaisse 27 %. On opère à 73 % de notre capacité. Ça, c'est mon premier critère en ce moment, de regarder comment on peut baisser encore ça pour revenir le plus rapidement possible à 100 % de capacité. L'enjeu qu'on a, puis je vais être très clair, on a un personnel qui est fatigué. Alors, quand on dit ça à nos infirmières, qu'on a hâte de retourner à 100 %, ils nous regardent avec des grands yeux puis disent, écoutez, allez-y doucement parce que c'est nous, là, c'est pas juste d'avoir les chambres disponibles, mais c'est d'avoir le personnel pour opérer et reprendre les chirurgies d'un personnel qui est très fatigué. Puis là-dessus, quand Mme Bédard nous dit ça, je suis d'accord avec elle. Il faut trouver cet équilibre-là de retourner à ce premier point-là. Bon. Mon deuxième facteur, c'est le nombre d'hospitalisations. En ce moment, Montréal est le plus affecté, OK, en termes de nombre de chambres. Et ce que j'ai hâte de voir, c'est, puis je n'ai parlé avec le docteur O'Patterney ce matin, c'est à quelle vitesse, tout en respectant mon premier critère de protéger le personnel, etc., d'être capable de monter, de profiter de ces chambres-là qui se sont libérées, parce que c'est plus de 600 chambres dans les 3 dernières semaines qui sont libérées à l'échelle du Québec, puis je vous dirais que c'est à peu près 500 à l'échelle de Montréal. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ça va? Puis le troisième point, pour terminer, ce qu'il faut être capable de faire, c'est de dire, est-ce qu'il y a assez de gens dans nos hôpitaux maintenant, quand on libère les chambres, puis qu'on va avoir tel pourcentage de personnel qui revient? Je vous ai dit la semaine passée qu'il y avait 1600 personnes qui étaient revenues. Une autre bonne nouvelle. Et depuis 3 jours, là, si je regarde mes statistiques de ce matin, il s'était rajouté 300 personnes qui étaient revenues dans le réseau. Fait que là, maintenant, on est rendu à peu près à 5600 personnes, comparé à notre pic il y a 2 semaines d'à peu près 7000. C'est des très bonnes nouvelles aussi. Fait que je vous dirais que c'est un ensemble, mais Montréal est vraiment l'écosystème de ça en ce moment. Mais c'est les 3 facteurs qu'on regarde. Okay. Merci. J'aimerais aussi vous parler de vaccins. Il y a une étude. Moi aussi. Oui. Il y a une étude qui est parue ce matin, qui a été préparée par des chercheurs de l'Université de Sherbrooke, qui affirme qu'entre l'été 2020 et l'automne 2020, il y a eu une baisse des personnes intéressées à recevoir un vaccin dans la population canadienne. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez, que vous craignez au Québec? Puis, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que gouvernement pour faire augmenter Je vais laisser le docteur Arruda commenter là-dessus. Puis... Bon, écoutez, on comprend très bien. Là, il y a différentes enquêtes qui sont faites. D'ailleurs, cette étude-là a été faite pour l'ensemble du Canada et dans différents pays. Et sur ce qu'on appelle l'hésitation à la vaccination. Puis c'est là que fluctue souvent, selon les études, c'est des gens qui hésitent. Il y a toujours une proportion, je vous dirais, autour de 5 à 10 % de gens très, très, très résistants, d'autres qui vont le faire et d'autres qui vont hésiter. Et ça, on appelle ça l'hésitation à la vaccination. On a des études qui se font. On a un chercheur à l'Institut national de santé publique, anthropologue, qui a sa spécialité juste dans ce domaine-là. Et souvent, on est quand même chanceux au Québec. Culturellement, au Québec, la vaccination, là, la majorité des gens finissent par se faire vacciner. On a d'ailleurs eu en H1N1 un des meilleurs taux au Canada. Alors que dans d'autres pays, comme en France, par exemple, il y a beaucoup de résistance à la vaccination comme telle. Notre rôle maintenant, c'est de donner la bonne information pour que les gens aient l'information, répondent à leurs préoccupations, à leurs peurs. On va interpeller les médecins cliniciens, différents acteurs, différentes personnes qui vont être des modèles. Je pense qu'il y a plein de médecins là, qui parlent actuellement en termes de COVID-19 sur toutes sortes de sujets, qui vont venir conseiller. On sait que souvent le conseil du médecin propre à son client est un élément favorisant. Puis on suit ces tendances-là, bien entendu, comme tel. Au début, les gens sont méfiants aussi parce qu'il y a toutes sortes de vaccins, toutes sortes de
de sorte de vaccin, ils entendent beaucoup les éléments. Mais on pense qu'avec une bonne stratégie de communication, de marketing social, avec des acteurs clés, on est en mesure d'avoir une bonne couverture vaccinale au Québec. Et ça m'étonnerait qu'on ait des problèmes majeurs de ce côté-là. Surtout que les gens vont voir les effets. Ils vont voir que les taux vont aller en diminuant, qu'il va y avoir moins de cas. Et ça, je pense que quand les gens voient ça, ils embarquent dans la majorité du temps. Mylène Crête, Le Devoir. Bonjour. Je voulais savoir, vous demandez aux gens d'aller se faire dépister sans hésiter là, à la moindre apparition de symptômes, d'autant plus qu'avec les variants, il peut y avoir une transmission assez rapide. Vous allez me voir venir avec ma question sur les tests de dépistage rapide, mais est-ce qu'il n'y a pas une utilité justement pour ces tests-là de faire une détection assez rapide, même s'ils peuvent en laisser échapper quelques-uns des cas? Est-ce qu'il n'y a pas une utilité de faire une détection très rapide pour au moins isoler des cas? La réponse est oui. La réponse est oui. Allez-vous le faire? Oui. Comment? On a déjà commencé. Et c'est pour ça que je ne veux pas en faire un débat, un débat idéologique. Là. Vous savez, il faut... Mon Dieu que c'est un sujet qui est intéressant, là, mais rapidement. Les tests rapides, c'est complémentaire à la stratégie qu'on a. Alors, c'est pas contraire, c'est complémentaire. Où on avait des enjeux, puis quand je dis on, là, la santé publique avait des inquiétudes sur la fiabilité des tests rapides depuis longtemps. Ce qui a été long à faire, mais c'est réglé maintenant, c'est réglé depuis déjà le début de janvier, c'était dans quelles circonstances on pouvait les utiliser de façon appropriée sans créer un problème. D'accord? Parce que, on le voit, là, puis quelqu'un me l'expliquait l'autre jour, c'est vraiment comme un premier filtre. Est-ce que si je prends un filtre, un plus grand tamis avec des plus grands trous, je vais être capable plus rapidement d'aller chercher des tests, quitte à ce que j'aie besoin de les reconfirmer par la suite, parce que c'est ça souvent l'enjeu. Alors, ce qui a été long, puis c'est fait, là, je l'accepte. Le fédéral nous obligeait, rappelez-vous, l'automne passé, je l'ai dit plusieurs fois, il nous disait, quand vous passez un test rapide, assurez-vous que vous faites aussi un test régulier. On a eu ces discussions-là. Maintenant que tout ça est réglé, bien, on est capable, là, je vous donne un exemple, puis la semaine prochaine, on va revenir avec un plan très clair. J'ai beaucoup d'entreprises là, qui nous appellent. Puis ça, je pense que c'est un bel exemple, là, parce que là, les gens voient comment, dans des entreprises, on pourrait mieux utiliser les tests rapides pour faire en cas d'éclosion. Donc, en cas d'éclosion, c'est parce qu'on a des symptomatiques. Et le meilleur endroit où on peut utiliser les tests rapides, c'est quand il y a un grand nombre de gens qui sont symptomatiques, qui ont les symptômes. Alors, donc, c'est un bel exemple. Alors là, on est en train de regarder, puis je vais concentrer un point de presse la semaine prochaine uniquement sur les endroits où on va faire nos tests rapides pour être capable de bien l'utiliser avec les limitations que ces tests rapides-là ont. Donc, ça peut s'appliquer dans des écoles, ça peut s'appliquer dans des entreprises, mais ce que je vous dis, c'est qu'en ce moment, on n'a rien contre, puis là, maintenant, on est capable. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé les tests rapides, là, ils ne sont plus dans les entrepôts, là, comme on entend, là, ils sont rendus dans nos établissements, prêts à intervenir aux endroits où on en a besoin. Puis j'ai même demandé que lorsque, dans les prochaines semaines, pour vous être très transparent par rapport à l'utilisation, que quand on vous dit aujourd'hui, on a dépisté ou on a testé 30 000 personnes, bien, il y en aura 26 000 par des PCR, puis il y en aura 4 000 par des tests rapides. Vous me suivez? Il faut être capable de vous le dire, l'évolution qu'on est en train de faire dans les bonnes circonstances. Alors, cette information-là, j'ai demandé qu'elle soit ajoutée dans notre documentation. Vous me parlez des tests rapides. Là, vous savez qu'il y a deux types. Est-ce qu'on parle bien des tests Panbio, que la santé publique jugeait beaucoup moins fiables, oui, selon les études? Puis aussi, qu'est-ce qui fait que vous avez changé d'idée? Qu'est-ce qui fait que cette inquiétude-là n'est plus la même maintenant? Bien, écoutez, vous savez comment on écoute la santé publique, là. Je ne veux pas me disculper, mais il y a eu des ajustements qui ont été faits par la santé publique qui ont conduit à une recommandation ajustée au début de janvier. On s'entend, là. Et nous, fort de cet ajustement-là qui a été fait au début janvier, rapidement, on a mis une directive en place pour que nos PDG sachent dans quel contexte ils pouvaient l'utiliser.
Puis, si vous permettez, on n'a rien contre. On voulait faire le bon test au bon moment pour la bonne indication, après validation de certaines choses. Il y avait même des gens qui l'utilisaient de façon hors homologation. Il y a eu des problèmes avec les tests rapides à la Maison-Blanche. Il y a eu des problèmes dans certaines situations. On voulait vraiment... Puis on avait une capacité du test PCR que d'autres n'avaient pas non plus, quelque part. Fait que ça, c'est une chose qu'il faut prendre en considération. Fait que là, maintenant qu'on a fait le travail, qu'on connaît les indications, ils vont être utilisés, mais à la bonne place, au bon moment, avec la bonne indication. C'était pas pour empêcher le test rapide parce qu'on avait quelque chose contre le test rapide. Et le PanBio, c'est pour un autre. Les autres types de tests, puis c'est pour une indication très spéciale. Le problème, c'est quand on le fait, c'est des asymptomatiques, mais dans une entreprise qui va avoir une éclosion puis pour laquelle il veut intervenir rapidement, ça pourrait être quelque chose qui va être utilisé actuellement sous base de protocoles qui sont clairs et qui sont compris par tout le monde. J'ajouterais juste un point. Devenir des experts en tests rapides. Mais en ce moment, pour détecter les variants, on ne peut pas prendre un test rapide. Ça prend un PCR. Pour être capable de prendre le PCR puis de lui faire le deuxième test pour voir. Alors, donc, je veux juste vous dire que mais vous détectez l'infection quand même avec le test rapide. Pardon? Vous détectez l'infection, après ça, mais variant, on ne détecterait pas du premier coup si c'est un nouveau variant. Alors, c'est pour ça que je vous dis, maintenant qu'on connaît dans quel cas où on peut les utiliser, on est plus clair. Puis je pense que les entreprises, puis j'en profite parce qu'on en parle, les entreprises peuvent nous appeler, là. Parce que là, on a tout ce qu'il faut pour le faire, soit par des unités mobiles ou qui puissent le faire eux-mêmes en autant que le personnel. On va revenir là-dessus la semaine prochaine pour expliquer la procédure. Oui, la Croix Cogeco. Juste vous dire que ma collègue de Colombie-Britannique, Dr. Bonnie Henry, avait les mêmes préoccupations que nous par rapport à l'utilisation inappropriée des tests rapides. D'ailleurs, elle s'est fait reprocher ça aussi par certaines associations de personnes âgées, là, parce que ce sont des tests qui peuvent être utiles au bon moment pour les bonnes conditions. Louis, finalement. Monsieur le ministre, Dr. Arruda, ce matin, les oppositions vous ont reproché d'avoir trop attendu pour lancer la campagne de détection des nouveaux variants. Ils ont dit on connaît l'existence de ces nouveaux variants depuis l'automne dernier, en fait, depuis octobre, novembre. Vous dites je vais rencontrer le docteur Roger demain. M. Legault a dit tout à l'heure, moi j'ai insisté hier pour que ça aille plus vite en termes de détection, etc. À partir de quand les mesures de criblage ont-elles été envisagées et mises en place à la santé publique et au ministère? Je laisse le docteur. Avez-vous des dates? Ça a été discuté. Ben, écoutez, là, la date précise, il faudrait que je fasse des vérifications, là, des courriels, puis etc. Il faut comprendre qu'on surveillait le séquençage depuis avril dernier. On était à une proportion faible, mais ça aurait eu une grande circulation de UK ou de nouvelles souches qui sont apparues en septembre en Angleterre, puis qu'on pris quand même un certain temps pour le faire. Si on en avait une proportion importante, on l'aurait détecté à travers le séquençage. Là, la question du criblage, il faut comprendre que pour cribler, il faut que on ne peut pas cribler à l'avance de l'arrivée du dit variant. Et je pense que les questions de criblage ont commencé au LSPQ, je vous dirais, probablement autour de janvier, là, comme tel, pour voir ce qui serait possible. L'autre élément, c'est que pour faire des criblages initialement, ça se faisait avec des kits maison comme tel. Là, il commence à y avoir des kits commerciaux qui vont permettre de détecter les trois autres. Et puis, bientôt, s'il y a d'autres variants, il y aura d'autres kits commerciaux. Mais pour ce qui est de la date, il faudrait que je fasse des vérifications avec le laboratoire de santé publique. Justement... Et peut-être, moi, ma connaissance en Ontario, puis là, il faudrait que j'aille valider, c'est avec l'éclosion à Barrie que ça a commencé, puis c'est autour du mois de fin décembre, que ma collègue d'Ontario a rapporté cette éclosion-là lors d'une conférence qu'on a eue avec les différents directeurs de santé publique au Canada. Sur les réactifs maintenant, parce que ce que je comprends, là, corrigez-moi si je me trompe, là, je ne suis pas un scientifique comme vous, là, mais quand on fait du criblage, ça prend un réactif pour le variant britannique, ça prend un autre réactif pour le variant, je ne sais pas moi, sud-africain, un autre pour le variant brésilien, etc. Il y en a qui ont les trois dans le même. Il y a les trois dans le même. Bien, il peut y avoir tous des séparés, des combinés, puis des trois dans le même. Bon. Est-ce qu'actuellement, on a ces réactifs-là en grande quantité, en quantité suffisante
pour pouvoir... Je comprends là, qu'il y a une logistique de les... mais est-ce que les réactifs, on les a en main en ce moment pour être capable de cribler autant que vous le souhaitez, c'est-à-dire 100% à Montréal la semaine prochaine, de ce que je comprends, et 100% dans le reste de la province dans 2 semaines? C'est ça que vous avez dit tout à l'heure, monsieur? Est-ce qu'on les a, ces réactifs-là? Alors, pour être très transparent, là, puis c'est pour ça que je vous dis que c'est pas la première fois qu'on parle des variants, là. Moi, c'est ma 3e rencontre que j'ai avec l'INSPQ sur le sujet. Le docteur Roger, je l'ai déjà rencontré là, par Teams, c'est évident, là, plusieurs fois. Puis la semaine dernière, mardi dernier, j'ai demandé, avez-vous tous les réactifs pour les faire à Montréal le plus rapidement possible? On m'a dit, on va vérifier ça. Alors, c'est ça que j'attends là, en ce moment, pour être certain, parce que... Vous ne savez pas. Non, ce que je sais, c'est qu'on m'a dit qu'on peut le faire la semaine prochaine. À quel pourcentage? Puis comment on peut l'envoyer dans les labos? Parce que je veux faire une précision, là. Un des avantages qu'on a au Québec, là, c'est d'être très décentralisé dans nos labs. Pourquoi qu'on est capable de répondre en 24 heures ce que l'Ontario n'est pas capable de faire? Je vous ai dit l'autre fois, on répond à nos dépistages 24 heures, 86 % du temps. C'est parce qu'on a beaucoup de laboratoires qui peuvent tester rapidement localement. En Ontario, c'est le contraire, c'est très centralisé. Pour être capable d'avoir les réactifs et les bonnes machines dans tous les laboratoires du Québec, c'est sûr que c'est plus long parce qu'on a beaucoup de machines à installer. Alors moi, j'ai dit, en attendant, là, pour aller le plus rapidement possible, assurez-vous qu'à Montréal, on puisse le faire. Puis s'il faut que ces PCR-là soient envoyés au laboratoire de santé publique, bien, faites-le. Alors, c'est ça pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, j'ai demandé ça. Demain, je rencontre encore le docteur Roger pour me dire que la prochaine fois que je vais être devant le public, on est-tu capable de livrer cette marchandise-là? Je veux juste que ce soit clair, là, parce que vous avez dit que vous avez posé la question à savoir si on a tous les réactifs, et vous m'avez répondu que vous n'avez pas encore eu l'information. Effectivement. C'est ça que vous avez dit? C'est ça, parce que je veux juste faire mon deuxième point, monsieur, pour être capable de bien vous répondre. C'est que le choix qu'on a, puis qui restait à finaliser en fonction des réactifs qui sont disponibles, est-ce qu'on va faire du criblage sur un variant ou sur 3 variants en même temps? C'est ce que le docteur Arruda vient de faire. Alors, c'est pas qu'ils sont pas disponibles, mais il restait à finaliser des choix, à savoir si on teste, quand on a un PCR puis qu'on veut le tester, est-ce qu'on teste juste le sud-africain? La réponse, c'est non, parce que c'est pas celui qu'on veut. En ce moment, c'est le UK qui nous préoccupe. Mais est-ce qu'on devrait aller chercher le fournisseur qui donne le réactif pour les 3? C'est ça qui était en train d'être finalisé. Alors, on va avoir la réponse, j'espère, demain là-dessus. Puis je vais vous revenir la semaine prochaine parce que c'est prioritaire. Je suis très transparent. C'est comme ça qu'on va travailler sur le criblage. Véronique Prince, Radio-Canada. Oui, bonjour à vous deux. J'aimerais revenir sur une réponse que vous avez donnée tantôt, mais j'aimerais quand même avoir plus de précision. En fait, c'était M. Arruda. On vous a demandé dans quelle proportion on risquait d'avoir plus de variants qu'on le pense dans la communauté. Est-ce qu'on est capable de dire qu'il y a probablement 5 fois plus de variants au Québec, 10 fois plus de variants au Québec? Vous êtes sûrement capable de faire une projection et vous avez dit aussi que vous alliez faire, qu'éventuellement, ça pouvait devenir la souche principale. Alors, ce serait quand, selon vos projections, dans 6 mois? Donc, je voudrais savoir au niveau de la durée, quand ça peut être la souche principale et est-ce qu'on peut assumer qu'on en a 10 fois plus dans la communauté qu'on n'a pas pu déceler? Je suis malheureusement pas en mesure de vous le dire parce que la détection qui a eu lieu est quand même relativement récente au Québec. Ça dépend jusqu'à quel point, parce qu'elle peut être présente, mais pas sans s'être transmise trop, parce qu'actuellement, on n'a pas d'indice qu'il y a une transmission très importante, en tout cas, pas dans les régions périphériques. Là, je peux vous dire, si y a quelque chose qui se passe, c'est plus dans la région métropolitaine, là où il y a une plus grande densité, là où il y a une plus grande concentration potentielle de voyageurs. Ce que je vous ai dit là, c'est sur la base d'expériences internationales où on a vu que, par exemple, la souche UK a remplacé, notamment en Grande-Bretagne, c'est devenu la souche dominante. Mais ils ont réussi à la contrôler avec des mesures qui sont les mêmes actuellement. Moi, je pense qu'il faut pas, faut être prudent par rapport aux nouveaux variants. On est préoccupé à cause de sa très grande transmissibilité, mais ce n'est pas un enjeu majeur. Actuellement, notamment, la souche UK semble bien répondre au vaccin, okay? Ce qui pourrait être une autre chose avec la brésilienne
ou celle de l'Afrique du Sud. Mais pour moi, c'est difficile de vous dire qu'on... Mais est-ce que je peux vous dire qu'on a détecté tous les cas? Je pense que ça serait, comment je pourrais vous dire, illogique de penser que c'est le cas, parce que quand on fait des échantillonnages, on en détecte une proportion. Et je peux même vous dire, prenons par exemple, si jamais on a une éclosion ici, là, on a eu quelqu'un tombe malade, puis qu'on en fait juste 3 ou 4 parmi nous, puis qu'on décide, on voit que c'est une souche de UK, c'est pas nécessaire de faire tout le monde en même temps. Si c'est ici qu'on a attrapé la maladie, on va déjà savoir en termes de ciblage. Fait que moi, je pense qu'il y en a plus que ce qu'on a détecté, mais on n'a pas vu les impacts cliniques encore de ça comme tel, et c'est ça. Puis, question plus technique aussi. Bon, pour le séquençage, là, on se concentre beaucoup sur le variant britannique et tout ça, là, mais est-ce qu'il y a des variants, comme le brésilien ou l'Afrique du Sud, là, est-ce qu'il y a des variants qui sont plus résistants au séquençage ou au criblage, c'est-à-dire qui sont plus durs à déceler? Bien, c'est-à-dire qu'il y a des variants probablement, on ne va pas jamais séquencer les 3, là. Quand on séquence un virus. Puis là, on va voir si c'est un nouveau qui est apparu au Québec ou un autre qui était... Parce que des banques internationales, les gens peuvent dire « Ah, ben ça, c'est une affaire du Japon ou de la Californie. » Les gens comparent la génétique, là, la famille, là, le code ADN. Fait que ça, le séquençage, si jamais il y avait une souche qui apparaîtrait au Québec, nouvelle, on va le trouver par le séquençage. On ne peut pas cribler quelque chose qu'on n'a pas trouvé. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne peut pas avoir un test spécifique pour la souche de Sherbrooke si la souche de Sherbrooke n'existe pas encore. Il faut connaître la souche de Sherbrooke puis dire qu'est-ce qu'a fait la souche de Sherbrooke. La souche de Sherbrooke, peut-être qu'elle agit sur telle protéine, donc il faut faire un test qui va aller chercher la réaction à telle protéine. C'est pour ça que je vous dis tout de suite, là, c'est important le criblage, c'est important le séquençage, mais ce qui est important, c'est de faire des interventions comme telles. Prenez un exemple, l'Afrique du Sud. Ça n'a pas été une catastrophe du tout en Abitibi. Les gens ont fait l'intervention. Ce qu'ils se sont dit, c'est qu'il me semble qu'il y en a plus, que ça s'est transmis plus. Ils ont envoyé, puis ont découvert que c'était l'Afrique du Sud. C'est dans cette perspective-là. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on va regarder comment l'épidémie va évoluer. Olivier Bossé, Le Soleil. M. Dubé, bonjour. Vous avez dit que vous vouliez concentrer plus de vaccins à Montréal. Je ne me trompe pas. Est-ce que ça veut dire que d'autres régions devront un peu plus attendre après leur vaccin parce que leur épidémiologie va assez bien? Bien, on attend une recommandation plus précise de la part de la santé publique, là, mais c'est certain que, puis on en discute avec l'équipe du Dr Arruda depuis quelques semaines, surtout avec la baisse des vaccins. Bien, il y a une certaine logique, là. On ne dit pas de faire 100% à Montréal puis 0 ailleurs, là, mais on a dit que dans la répartition de nos clientèles cibles, j'ai inclus là-dedans les RPA parce que c'est vraiment là en ce moment on n'a pas beaucoup de vaccins encore, je n'ai pas besoin de vous le répéter, là. Alors, on a demandé au Dr Arruda puis à son équipe de revoir à l'intérieur des recommandations de la commission d'immunisation comment on pourrait faire varier, c'est pas le bon mot, mais changer nos pourcentages de façon à mieux attaquer Montréal en ce moment. Votre question était, je sais que vous êtes un homme de chiffres, les prévisions, le délestage. Là, je ne parle même pas de vider les listes d'attente. À quel moment vous espérez retourner en mars 2020 que le retard pris par la pandémie dans les hôpitaux va être rattrapé? Si vous avez une minute, là, je vais essayer de vous répondre parce que c'est une très, très bonne question, mais je vais essayer, moi, de me discipliner à une minute, OK? OK. Quand on a commencé la pandémie, il y avait à peu près 114 000 chirurgies qui étaient en attente. Qui avait été un accomplissement dans l'année qui a précédé, c'était que la plupart des chirurgies étaient à l'intérieur d'un délai qui était vu comme raisonnable. Okay? Donc, mais il y avait quand même 116 000 chirurgies en attente. On regarde les moins de 6 mois, les 6 mois à 9 mois, puis les 9 mois et plus. Aujourd'hui, quand on est à 140 000, j'allais dire c'est juste 30 000 de plus, mais c'est quand même beaucoup 30 000 de plus. Alors moi, ma première chose à faire, c'est de revenir à 114 000, puis avec des délais qui sont raisonnables, parce que, je te donne un exemple, quelqu'un qui attend pour une hanche ne m'aimera pas, mais je vais donner l'exemple. Si c'est correct d'attendre
6 mois pour une hanche, c'est jugé comme raisonnable avant la pandémie. On ne réglera pas ça pendant la pandémie, on s'entend, là. Mais ce que je veux revenir le plus rapidement, moi, c'est à 116 000. Puis de respecter que des délais soient raisonnables par type de chirurgie. Alors, ce que j'ai demandé au docteur O'Patterney, c'est, là, avec les bonnes nouvelles qu'on a de baisse d'hospitalisation puis de baisser nos pourcentages de délestage, quand est-ce que je vais revenir s'il n'y avait pas une autre bad luck de nouveaux variants, là? Puis je fais cette hypothèse-là. Quand est-ce que je peux retourner à 116 000 comme on était pré-pandémie? Parce qu'il ne faut pas se dire, on va viser 0, là. Je veux juste que tout le monde comprenne bien. Alors, c'est pour ça qu'en ce moment, la bonne nouvelle que j'ai, c'est qu'on est déjà rendu à 10-12 des cliniques privées qui nous donnent un bon coup de main. Fait que si on était capable de revenir à 100 d'utilisation de nos cliniques publiques, puis que je gruge à 10 parce que j'enlèverai pas mes contrats privés là, une fois qu'on a réglé, mais c'est le 30 000 qu'il faut que je corrige. Vous me suivez, là? Fait que c'est ça qu'on est en train de regarder. Puis quand je vais avoir ce plan-là, je vais vous informer des délais. Je vais être très clair, je vais dire moins de 6 mois, 6 à 9 mois et plus, puis on va être capable d'être très transparent, c'est quoi le plan là-dessus, par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui. Mais je pense que si tout va bien, je ne veux pas dire chanceux, mais si tout va bien, puis on continue d'améliorer nos pourcentages d'hospitalisation, puis tout ça, de retourner où on était avant la pandémie, c'est vraiment ce qu'on vise à faire. C'est vraiment mon mandat de ce côté-là. Mais là, écoutez, je vais commencer par avoir une discussion sur ces points-là, dans quelle chirurgie on va aller chercher. On est tout en train d'organiser ça, puis vous savez, là, je suis une personne de chiffres, j'ai demandé des données très détaillées pour être capable de regarder ça, puis de bien l'expliquer d'ici quelques semaines. Et maintenant, rapidement, juste avant de passer à l'anglais, Patrice Bergeron, la presse canadienne, j'aurais aussi 2 questions rapidement, comme je dis. Concernant donc les seringues, en fait, on a pu lire dernièrement que le défi était de trouver pour le Québec 6,4 millions de seringues d'ici au 1er avril. Est-ce qu'il fallait que vous les trouviez? Est-ce que vous les avez trouvées? Et par ailleurs, concernant la fameuse 6e dose du vaccin Pfizer, ça prenait une seringue spéciale, selon ce que Santé Canada a dit. Est-ce que vous les avez reçues, ces seringues-là? À ma connaissance, c'est en cours de processus, là. Pour être capable de les obtenir puis d'être prêt d'aller chercher la 6e dose. Quoique, on est aussi en mesure d'aller chercher la 6e dose avec un autre type d'aiguille, mais l'autre est encore plus facile, mais c'est en cours au processus. On va avoir le prorata de nos besoins à travers ce qui va venir aussi du fédéral puis des appels d'offres qu'on fait chez nous. Mais rapidement, quand j'ai visité le centre de vaccination la semaine dernière, ils m'ont montré qu'ils étaient capables d'aller chercher la 6e dose avec les seringues actuelles, comme Horacio vient de dire. Fait qu'on n'attend pas après ça pour aller chercher la 6e dose. OK. Et maintenant, concernant les Ontariens indésirables, on a compris ce matin que, vraisemblablement, ils ne seront pas souhaités qu'ils nous visitent donc dans les prochaines semaines. Puisqu'il y a une grosse circulation entre les 2 provinces, comment vous envisagez, notamment dans des régions transfrontalières comme l'Outaouais, des types de barrages qui pourraient être mis sur pied pour contrôler ce qui distingue un travailleur d'un vacancier, d'un skieur qui va à Val-des-Monts, par exemple? Réponse rapide? Bien, je vous donne quand même 2 minutes, là, mes collègues ont le droit à ça. Là. OK. Je vous dirais que rien n'est exclu en ce moment. On est très, très préoccupé par les variants. Très préoccupé par les variants. La ministre Guilbeault a bien expliqué que nos policiers faisaient des choses, puis on veut s'assurer qu'on met les bonnes personnes aux bonnes places. Mais en ce moment, là, si on reste avec des zones oranges, des zones rouges, qu'est-ce qu'on fait entre les différentes zones? Je vous le dis, en ce moment, il n'y a rien d'exclu pour une décision dans les prochaines semaines. Pourriez-vous appliquer une mesure comme celle du Nouveau-Brunswick? Tu as droit à une autre question, là? Ben là, c'est un complément mettons que ça serait la mienne. Pourriez-vous appliquer ce qui se fait, par exemple, au Nouveau-Brunswick, là, où on interdit carrément, on donne des contraventions aux gens des autres provinces qui sont sur le territoire sans raison? Réponse rapide, rien n'est exclu en ce moment. Rien n'est exclu. C'est tellement important de limiter les déplacements qu'on va tout regarder. Tout regarder, pardon. Passons à l'anglais maintenant, si vous permettez. Phil Autier, la Gazette. Good afternoon. Question. Bon après-midi. Question pour Dr. Arruda. Nous avons vu
Et nous avons été surpris par les variants qui ont été trouvés en Abitibi-Témiscamingue. Hier, nous avons obtenu plus de données sur les variants de la région de Montréal. Hier, on en parlait d'une quarantaine. Aujourd'hui, 48 confirmés ou suspectés dans la région de Montréal. Pourriez-vous nous dire quelles sont les statistiques, les chiffres que vous détenez pour les autres régions du Québec, comme Laval, la Montérégie, la région de Québec, l'Estrie? Est-ce que vous pourriez nous donner des chiffres de la même nature concernant les variants? Parce que chaque jour, vous obtenez davantage d'informations sur les variants. Réponse? Oui. En fait, je vous dirais que le séquençage à l'extérieur de Montréal et le criblage à l'extérieur de Montréal est un enjeu. Et il y a 2 variants sud-africains qui sont en Abitibi. Il n'y a pas d'autres souches qui ont été détectées à l'extérieur via la technologie PCR. Alors, il n'y a pas d'autres variants en circulation à notre connaissance à l'extérieur de Montréal, mis à part ces autres cas. Question. Monsieur Dubé vient de nous parler de vos inquiétudes par rapport aux variants. Il y a de plus en plus de discussions à propos d'une éventuelle 3e vague de COVID-19 au Canada au printemps. Est-ce que nous sommes prêts à faire face à cette 3e vague? Est-ce que vous pensez que ça va se passer? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Réponse. Peu importe si on l'appelle une 3e vague ou encore la continuité d'une 2e vague, il faut se pencher sur le nombre de cas confirmés. On l'a vu l'été dernier et je pense que c'est vraiment important. L'été dernier, nous avons vu, après la première vague, on était à 80 à 100 cas par jour et nous pensions que nous étions corrects. Et nous avons vu que cette braise était toujours là et que le feu pouvait reprendre. Je pense qu'avec l'expérience de l'année dernière, assurons-nous d'aplanir la courbe, de baisser le nombre de cas. On est passé de 3 000. Cette semaine, on a atteint la barre, le seuil de 1 000 cas. Donc, nous sommes toujours aux prises avec cette vague. Et lorsque vous combinez ces chiffres avec les nouveaux variants, eh bien, je pense qu'il faut d'abord se débarrasser de cette 2e vague. Continuons de faire ce qui fonctionne. Et je pense que nous avons pris les bonnes décisions. La population a collaboré avec nous et nous devons nous assurer de contrôler cette 2e vague. Et on n'est pas encore parvenu à le faire jusqu'à présent. Question? Bon après-midi. J'ai été surprise, M. Dubé, lorsque vous avez dit que vous vouliez prolonger votre stratégie sur les tests de dépistage, mais ensuite, en fait, vous voulez qu'il y ait plus de tests. Vous dites que vous avez dans votre boîte à outils la technologie qui permet de détecter le variant britannique, mais vous ne savez pas s'il y a une nécessité de développer un kit de tests de dépistage pour les 3 variants. Alors, pourquoi aujourd'hui nous ne sommes toujours pas certains si on doit développer ces outils? Pourquoi ces outils? Quand seront-ils disponibles? On est dans cette course contre la montre pour détecter les variants et nous avons l'impression que vous n'êtes pas encore dans la course, que vous avez pris du retard. Réponse. D'abord, laissez-moi vous dire qu'on est dans la course. Les scientifiques, et c'est la raison pourquoi je challenge la santé publique, pour vous l'expliquer, je dois comprendre moi-même la situation. Pourquoi nous avons ce débat d'avoir un test pour un seul variant ou encore le test hybride pour tous les autres variants, en raison du fait que nous avons beaucoup de laboratoires et il y a là un défi important. Est-ce qu'on se concentre sur le bon variant? Devons-nous avoir un test hybride? Il y a une confirmation que je devrais avoir demain. Mais entre-temps, dans le laboratoire de l'INSPQ, de la santé publique, le laboratoire principal de Montréal, ils ont accès à tous ces réactifs pour tous les variants. Voilà pourquoi je ne suis pas préoccupé, mais de s'assurer que l'on puisse déployer ces tests partout, voilà qui est important.
Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que nous demandons une confirmation et c'est une conversation que j'ai en ce moment avec le Dr Arruda et le Dr Roger demain. Question. Vous avez dit que d'ici la fin de la semaine prochaine, vous vouliez être en mesure de dépister, de séquencer et de cribler tous les cas positifs dans la grande région de Montréal. Mais lorsqu'on se compare à l'Ontario, qui déjà fait 70 de criblage sur les tests positifs, eh bien, les partis d'opposition marquent un point. On est en retard. Réponse? Je pense, d'abord, regardons ensemble les pourcentages des régions versus Montréal, Toronto versus Montréal. Je n'ai pas ces statistiques et honnêtement, c'est facile de dire que l'Ontario est à l'avance. Soyons prudents avec ces chiffres. La seule chose que je dis, c'est soyons prudents avec ces comparaisons avec l'Ontario. Ce que je veux m'assurer, c'est ce que je demande à la santé publique et au laboratoire. Assurez-vous de faire les bons tests. Et c'est ce que je dois obtenir pour la semaine prochaine. C'est très clair, très, très clair. Les tests doivent être menés partout à Montréal. Peut-être que je reviendrai de la semaine prochaine, vendredi, et je vous dirai qu'on a criblé 70 des cas positifs. Ce sera déjà là une amélioration. Et on va continuer de se comparer, mais assurons-nous que, en fait, mettons clair que les situations sont différentes et on doit s'occuper de nos personnes. C'est ce que j'ai demandé au laboratoire de faire. Je suis très transparent avec vous. Comme vous pouvez le constater, je vais vous donner une mise à jour lors du point de presse sur la situation. Question. Bon après-midi. Je vais vous demander une question de base parce que je pense que pour bien des gens qui nous regardent à la maison, c'est beaucoup d'informations. Réponse, mais c'est parce que vous posez beaucoup de questions. Question. Alors, je veux retourner à la base. On entend beaucoup parler de séquençage, de criblage. Est-ce que vous pourriez faire la différence entre ces termes et qu'est-ce qui change par rapport à l'analyse des nouveaux cas et des nouveaux variants? Réponse. Alors, je vais essayer, et si je ne suis pas clair, on demandera au Dr Arruda. Mais c'est une excellente question. On va prendre une minute. En français, quand on dit séquençage, sequencing, is to look at the virus itself. Le séquençage, c'est de regarder le virus lui-même. Est-ce que c'est le virus que l'on connaît ou c'est un variant, une autre souche du virus, comme le variant sud-africain ou le variant britannique? Alors, le séquençage est une analyse très élaborée de l'ADN du virus. Et cela prend beaucoup de temps. Le plus rapide, on parle d'un séquençage en 7 jours. Alors, ça prend beaucoup de temps pour savoir si vous avez ce nouveau variant. Parce que vous regardez la molécule, vous scrutez l'ADN de cette molécule. Ce qu'on a réussi à découvrir comme processus, maintenant qu'on connaît l'apparence, l'ADN des variants sud-africains et britanniques, les manufacturiers des tests qui fournissent donc les équipements et qui fournissent les réactifs, ils savent qu'est-ce qui réagit à ces 3 variants. Et c'est ce que l'on appelle le criblage. Le criblage est le processus qui consiste à dire, vous avez été testé positif, maintenant je suis au courant que vous êtes positif, mais je veux m'assurer quel est le virus qui vous a infecté. Est-ce que vous avez le cas traditionnel ou vous avez un cas de variant? Alors, le criblage peut être réalisé en quelques heures seulement. Voilà pourquoi on doit faire les deux. On doit continuer ce que nous appelons le séquençage, parce qu'aujourd'hui, on connaît 3 variants, 3 nouveaux variants, mais peut-être qu'il y en aura 5 ou encore 7. Mais maintenant que nous connaissons les 3 variants, assurons-nous de cribler rapidement les cas. Lorsqu'il y a une éclosion, par exemple, lorsqu'il y a une éclosion, eh bien, criblons systématiquement, rapidement les cas pour savoir si nous sommes en présence d'un variant. Alors, je pense que j'ai pris un peu plus d'1 minute, mais je l'ai expliqué. Question. J'ai une autre question. Vous avez dit un peu plus tôt que les infirmières sont fatiguées et vous disiez, en fait, les infirmières disent que les offres gouvernementales ne sont pas suffisantes. Même chose pour les autres travailleurs du secteur public.
les négociations sont en cours avec le secteur public. Étant donné les événements tragiques du début de la semaine avec les suicides de deux intervenantes de la DPJ, est-ce que dans la négociation avec le secteur public, vous allez prendre en compte la dimension de la détresse psychologique? Réponse. Concernant la négociation, Sonia Lebel fait un bon travail, même si ce n'est pas facile de négocier au beau milieu d'une pandémie. Je peux vous le dire. Ce sur quoi je me base, c'est sur les joueurs. Madame Bédard de la FIC, la Fédération des infirmières du Québec, elle est dans un mode de collaboration et elle nous dit qu'est-ce que l'on doit faire. Je vais vous donner un exemple. Ce que nous appelons l'arrêté 007 qui permet au PDG d'un établissement d'annuler les congés. On est en discussion. On est en discussion avec les lois spéciales, comment on peut supprimer ce genre de conditions dans les conventions collectives. Donc, il y a des négociations qui sont en cours parce que nous comprenons que les travailleurs de la santé sont fatigués. Et voilà pourquoi nous sommes sensibles à cette question du délestage en ce moment. Je veux simplement vous dire que nous sommes à l'écoute de cette situation. On est au beau milieu d'une négociation et on tente de trouver le juste équilibre. Je sais que Mme Sonia Lebel fait un bon travail. Question. Bon après-midi. Ce matin, le premier ministre François Legault a indiqué, je sais que vous venez de dire que la comparaison entre l'Ontario et le Québec sur le plan du nombre de variants est une comparaison boiteuse. Mais ce matin, revenons au premier ministre Legault qui a suggéré qu'il y a probablement plus de variants britanniques en Ontario parce que le lien entre le Canada anglais et le Royaume-Uni est plus fort que celui qui unit le Royaume-Uni au Québec. Est-ce qu'il y a des éléments de preuve, des faits qui suggèrent que c'est véritablement le cas? Réponse. En fait, il s'agit d'une question de probabilité. Nous savons qu'il y a des corridors entre certains pays. Si nous regardons, par exemple, dans le cas du virus Ebola, bien des gens revenaient du Ghana et arrivaient ici. Lorsqu'il y a eu le SRAS, lors de la première vague, ça a commencé en Colombie-Britannique en raison de la proximité avec la Chine. Alors, il n'y a pas de fait scientifique direct, mais c'est une question de probabilité et nous savons que certaines communautés sont établies dans différents pays, comme des gens de Montréal et des gens de New York. Et donc, ces liens font en sorte que s'il y a une éclosion ailleurs, le risque peut être plus important dans le pays qui y est lié. Question. Nous entendons plusieurs aînés qui ne sont pas nécessairement dans les résidences, mais qui sont inquiets avec le processus. Les aînés se demandent comment on va faire pour prendre congé, quand pourrons-nous nous faire vacciner, est-ce qu'ils recevront un appel? Je sais que le vaccin n'est pas nécessairement prêt, mais il y a probablement un processus en place. Donc, comment répondez-vous à ces préoccupations? Est-ce que vous pourriez mieux communiquer comment l'opération de vaccination sera déployée une fois que on sera arrivé à vacciner les gens de 70 ans et de 80 ans? Réponse, nous avons vacciné en CHSLD, nous avons vacciné des employés du secteur de la santé, nous amorçons maintenant l'opération dans les résidences privées pour aînés. Je vais prendre note de votre question parce que je pense que c'est frustrant. Je sais que certaines personnes lâchent un coup de fil et posent la question et se font dire on n'a pas de date pour vous. Je m'en excuse, mais la réalité, c'est que nous n'avons pas de date pour les gens. Ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on aura une assurance plus forte du nombre de vaccins que nous recevrons au cours des prochaines semaines, on va pouvoir mettre à jour notre plan. Mais à l'heure actuelle, je ne veux pas donner une date à quiconque ou à une catégorie de personnes parce que je n'ai aucune assurance du nombre de vaccins que nous allons recevoir.
La seule chose que je me fais dire, c'est qu'on va recevoir 1,3 million de dollars d'ici la fin mars. C'est la seule garantie dont je dispose. Alors, je mets de la pression sur le fédéral. J'ai parlé avec le général Fortin lundi et j'ai demandé des détails. J'ai dit, dites-moi, donnez-moi de l'information. J'ai reçu aujourd'hui de l'information à l'effet qu'au cours des 2 prochaines semaines, nous obtiendrons des doses de vaccin de Pfizer. Espérons que ces doses vont arriver, mais la minute dont nous avons garantie, nous allons en parler.